Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble le dossier The Coca-Cola Company. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses d'actions, vous pouvez le faire en rejoignant le canal Telegram, dont le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec le cours de l'action Coca-Cola. Donc on est à peu près à 15% des plus hauts, à 71 $. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser au dossier? On va regarder ça. En termes de chiffre d'affaires, on est sur une décroissance en médiane de près de 4%. Donc ça, c'est pas incroyable d'être sur un marché en décroissance. Sur les dernières années, par contre, on se rattrape. En 2021, 2022 et 2023, on affiche des croissances quand même assez honorables, 17% même en 2021. Ça se stabilise actuellement à 6,5% en 2023. On voit que le groupe a également accumulé les acquisitions pour près de 20 milliards d'acquisitions sur la période étudiée. Donc on est sur un marché qui est assez mature et qui est finalement, je pensais un peu plus stable que ça, mais on a un peu de cyclicité, on a même pas mal d'années de décroissance. Donc dernièrement ça semble se rattraper. Voilà, il va pas falloir compter sur beaucoup de croissance, en tout cas sous cette activité. On continue avec les taux de marge. Le taux de marge brut est à un niveau davantage concurrentiel, on est à 60% et c'est très stable, donc parfait. Donc, le groupe est capable de maintenir ses prix, d'augmenter ses prix et de maîtriser ses coûts, donc ça c'est très bon. Le taux de marge d'EBITDA a augmenté sur la période, on est actuellement à 32% contre une médiane de 31,5%, donc ça c'est vraiment pas mal, on a une bonne efficience opérationnelle et également une bonne efficience financière. On a un niveau de taux de marge net américain, c'est-à-dire qu'on est à 22,45 sur une boîte qui fait de la distribution et de la production de soda. Donc c'est très bon, quoi. On est sur un management très qualitatif et c'est ce que nous montrent ces marges-là. On continue. Est-ce que les bénéfices nets se convertissent bien en free cash flow? C'est pas cela. Ici, on a des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, donc ça c'est très bon. On a 14 milliards supplémentaires. Pour savoir d'où vient la différence, est-ce que ça vient d'amélioration du besoin en fonds de roulement? Donc oui, il y en a une partie qui fait que on est plutôt bon. Et on a aussi, est-ce que on a des capex qui sont quand même supérieurs aux dépréciations amortissements. Donc on continue à investir pour l'avenir, ça c'est plutôt pas mal. Peut-être qu'il y a des choses dans Other Non-Cash Items aussi également. Donc ça améliore les free cash flow par rapport aux bénéfices nets. Bon, ils sont à peu près équivalents, donc on peut utiliser le price earning si on n'a pas de dette pour évaluer le dossier. On continue avec la rentabilité opérationnelle, Return on Invested Capital. On est sur une médiane de 13%, ce qui est très correct. Actuellement, on est sur du 15,5%, donc c'est vraiment pas mal. On est largement en capacité d'autofinancer la croissance, donc ça c'est très bon. Et donc on va pouvoir aussi rendre du cash à l'actionnaire, puisqu'on a un excédent de cash grâce à cette bonne rentabilité. On continue avec l'endettement. Moi j'entends qu'il n'y a pas de dette sur le groupe. Eh bien il y a un peu de dette quand même. Après de 2 fois l'EBITDA, donc après il peut y avoir de la dette parce qu'il y a des acquisitions, ça c'est sûr que ça c'est possible. On est quand même à un niveau de... Alors les free cash flow sont structurellement bas sur la dernière publication, enfin conjoncturellement on va dire, pardon. Normalement on peut s'attendre à un free cash flow médian de 9 milliards, on va regarder ça tout de suite. On est sur une médiane de free cash flow sur la période de 8 milliards 250 millions. On peut quand même rembourser la dette assez facilement en 3-4 ans. Et on a 2 fois l'EBITDA. Après j'ai l'impression que ce niveau de dette est ce que le management aime avoir comme niveau. Ils ont pas pour objectif, à mon avis, de le rembourser parce que on est à ce niveau de dette depuis 2019. Donc il n'y a pas de priorisation du remboursement de la dette. Ce qui n'est pas très grave en soi, vu que Coca-Cola doit pouvoir, à mon avis, avec ses free cash flow réguliers, s'endetter à un taux d'intérêt quand même attractif. Est-ce qu'on est bien traité quand on est actionnaire de Coca-Cola? On va regarder. Donc on est sur un dossier dividende croissant, sauf qu'il y a un peu de variation. Bon, le dividende sur la période il a quand même augmenté. On est sur 8 milliards 150 millions de dividendes contre une market cap de 263 milliards, donc ça fait peut-être quelque chose comme du 3 ou 3,5% de rendement du dividende, donc c'est intéressant. Ce qui est moins intéressant, donc est-ce que déjà ils sont bien couverts par les free cash flow? Alors non, pour les free cash flow des 12 derniers mois, on ne couvre pas bien le dividende, donc il va pas augmenter. On est toutefois sur quand même un niveau assez élevé. On est sur la médiane de free cash flow. Alors zoomons un peu sur 5 ans. Ouais, un peu moins. Donc on verse quand même beaucoup de free cash flow en dividende, plus de 80%, quelque chose comme ça. Donc ce dividende-là, à mon avis, il est cuit, il va plus pouvoir augmenter. Il va peut-être rester à ce niveau-là, voire diminuer si on a des problèmes de free cash flow, comme à l'heure actuelle.
mais faut pas s'attendre à ce que ce soit un dividende qui continue à augmenter assez fortement. Donc avec un rendement à l'heure actuelle de 3 ou 3,5%, c'est peut-être un peu limite. On est sur en plus une boîte qui ne rachète pas vraiment ses actions. Allez, il y a un peu de rachat d'actions depuis 2022, le nombre d'actions a diminué, mais si on regarde l'échelle à droite, il n'y a rien d'impressionnant. Donc on n'a pas vraiment de rachat d'actions, et Coifin calcule un rendement d'actionnaire à 2%, donc c'est pas incroyable non plus. On continue. Est-ce que Coca-Cola est chèrement valorisé par le marché? On va se mettre directement en ratio court-bénéfice. Price earnings, ici, on est sur du 25. La médiane, c'est 26,8. Donc il y a une légère décote, peut-être 10%, moins de 10%, 5% de décote. Donc rien de fou. Si on se met en 12 prochains mois, là, il y a une décote plus significative de 10, allez, de 20%. Bon. On est sur un dossier quand même qui est pas si donné que ça, hein. C'est quand même élevé, 25 comme multiple, pour une boîte qui est très mature et qui a pas beaucoup de capacité à augmenter le dividende. Ça va être la conclusion de cette analyse. Coca-Cola Company, bof en fait, hein, c'est un peu cher payé, donc on peut s'intéresser au dossier s'il y a un repli, et là on peut s'intéresser si on commence à bien retomber peut-être à 50 $. Si on commence à avoir accès à un dividende qui serait autour de 4%, on serait sur un dossier pépère, dividende et même pas croissant, donc un petit dossier rendement fonds de portefeuille, rien d'impressionnant. Si vous avez aimé cette analyse, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.